Bonsoir à tous et bienvenue dans le débat sartois. Vous le savez, dorénavant une émission proposée par la rédaction d'LMTV Sarthe. Avec ce mois-ci, la question de l'implantation des éoliennes sur notre territoire. Et je préfère vous le dire tout de suite, il ne s'agit pas en 26 minutes de vous proposer un débat pour ou contre les éoliennes. Le propos serait stérile et ne nous aiderait pas à la compréhension de ce sujet particulier. Pour l'instant, la Sarthe est le département de la région néanmoins le moins avancé en termes d'implantation de ces équipements. Il en existe une trentaine sur 7 sites. Elle ne représente que 6% de la production d'énergie en Pays de la Loire. Avec la nouvelle loi APER, loi d'accélération de la production des énergies renouvelables promulguée en janvier 2023 et qui incite les communes à accélérer fortement la part de renouvelables dans le mix énergétique, de grands changements sont en train de s'opérer quant à la manière dont les dossiers d'implantation d'éoliennes sont traités. Nous allons voir quels changements, nous allons essayer de comprendre en quoi c'est un plus pour les communes qui sont, grâce à cette loi, incluses dans ces projets d'aménagement, alors qu'avant, les maires n'avaient pas vraiment leur mot à dire sur le sujet. Mais en même temps, nous le savons bien, il est quand même difficile d'accepter l'installation d'une éolienne de 150 mètres de hauteur, voire plus, à 500 mètres de sa maison. Les éoliennes en Sarthe, en implanter, oui, mais où? On en parle dans le débat sartois. Avec, pour m'aider à la préparation ce mois-ci et à la coprésentation, mon confrère Paul-Joseph Bouladou, rédacteur en chef d'RCF Sarthe. Bonjour Laure. Merci d'être sur notre plateau, Paul-Joseph, RCF 101.2 sur la bande FM. 101.2 sur la bande FM. Absolument, en pour les DAB+, Sartois. et en numérique. Et en DAB+. À mes côtés, le préfet de la Sarthe, Monsieur le préfet Emmanuel Aubry, qui est avec nous sur ce plateau. Pierre-Emmanuel Picard, à vos côtés, Monsieur le préfet, secrétaire de Vent de Sarthe et par ailleurs cofondateur de Vent des maires, association de maires confrontés à des projets éoliens. Leur slogan, face à l'éolien, donnons la parole aux maires. C'est un peu ça. En face de vous, Maxime Audio, responsable régional développement éolien pour l'entreprise AboWind, qui implante et gère des éoliennes, notamment dans le nord de notre département. Et enfin, Nicolas Chauvin, merci d'être avec nous, maire adjoint de la Flèche, chargé de la transition écologique et de l'urbanisme durable. Vous avez coordonné il y a peu la cartographie pour les énergies renouvelables dans le pays de la vallée du Loire, dans la Comcom de la Flèche et à la Flèche. C'est ça, bonjour. Merci d'être avec nous. Je laisse la première question à mon confrère Paul-Joseph Bouladou. Aujourd'hui, la Sarthe compte 7 parcs éoliens. Ce sont des chiffres de Enidis pour 29 éoliennes ou aérogénérateurs. Combien, je me tourne vers vous, monsieur le préfet, combien sont prévus d'ici 2030 ? Est-ce qu'on a un objectif chiffré ? Et d'ailleurs, est-ce que la question se pose comme ça ou est-ce que c'est dans un cadre plus vaste d'énergie renouvelable ou est-ce que ça se joue au niveau régional ? Est-ce qu'on peut dire oui, il y aura tant d'éoliennes en 2030 ? Alors, à la question très précise, combien y aura-t-il d'éoliennes en 2030 ? Je ne suis pas en capacité de vous le dire, tout simplement parce que cela dépend aussi des projets, des demandes qui sont déposées, mais aussi de la manière dont ces projets vont être instruits, s'ils vont donner lieu à autorisation ou à refus. Sur les objectifs, nous avons des objectifs nationaux de décarbonation de l'électricité. Nous devons, dans le cadre du traitement du dérèglement climatique, avoir plus d'électricité décarbonée et donc nécessairement plus d'énergie nouvelle renouvelable. Nous avons des objectifs ambitieux à l'horizon 2030 et 2050, avec pour 2030 un objectif à environ 40% d'énergie nouvelle renouvelable et à l'horizon 2050, un peu au-delà, un objectif de 55% de production d'énergie nouvelle renouvelable, en tout cas d'énergie décarbonée. Donc c'est quelque chose d'important. Nous n'avons pas, pour le département de la Sarthe, d'objectifs chiffrés, mais nous savons que la tendance, elle est évidente. Nous devons, sur l'ensemble des énergies nouvelles renouvelables, l'éolien, le photovoltaïsme, la méthanisation, progresser. Vous l'avez dit, en Sarthe, nous sommes à 6% d'énergie par rapport à l'ensemble de la production éolienne en Pays de la Loire. 6%, c'est très peu, puisque la Sarthe représente à peu près 15% de la population des Pays de la Loire et 20% de la superficie des Pays de la Loire. Donc nous sommes en deçà de la moyenne régionale. Alors même que la production
d'énergie nouvelle renouvelable doit constituer un bond à l'horizon 2030. Donc il y a véritablement un enjeu qui est partagé par l'ensemble de nos concitoyens, parce qu'évidemment, aucun de nos concitoyens n'envisage de se débrancher du réseau d'électricité, évidemment. Donc nous avons un sujet complexe, un sujet en commun autour du développement des énergies nouvelles renouvelables. Spécifiquement sur l'éolien, c'est une énergie dont on ne pourra pas se passer, même s'il y a du photovoltaïque, même s'il y a de la méthanisation. Le rendement de l'éolien est un excellent rendement, puisqu'en gros, pour une éolienne d'environ 3 MW, on va permettre l'alimentation en électricité de 2800 habitants, là où, sur le photovoltaïque, un parc d'1 hectare de panneaux photovoltaïques permet d'alimenter 460 habitants. Alors c'est là que je me tourne vers le technicien que vous êtes, Maxime Audio, spécialiste finalement de cette technologie-là pour l'entreprise Abowind. Est-ce que le rendement est effectivement, comme le dit Monsieur le Préfet, intéressant sur les énergies éoliennes? Est-ce que finalement c'est une bonne production d'énergie en termes de rentabilité? Alors, oui, je valide totalement les propos de Monsieur le Préfet. Pour autant, c'est clairement pas la seule énergie renouvelable à développer. Hein. Le mix énergétique, il est important aussi de le varier. Mais effectivement, on est à peu près à ça. Hein. On compte pour 1 mégawatt installé environ 1000 foyers, un peu moins de 1000 foyers qui peuvent être alimentés par On peut lire ici et là que la production d'énergie éolienne aujourd'hui en Sarthe, par exemple, alimenterait l'équivalent de la moitié de la population de la ville du Mans. Aujourd'hui, à ce jour, c'est ça? On est sur ce ratio-là? C'est juste de ce qu'on lit dans la presse? Les énergies nouvelles renouvelables, dans notre département, permettraient d'alimenter à peu près 129 000 habitants. Oui. Nous sommes dans un département de 561 000 habitants, donc nous avons encore de la marge. Donc, est-ce que c'est effectivement rentable? Et se pose aussi la question finalement de l'implantation de géants métalliques, ancrés en profondeur dans des socles béton qui vont très très profond dans le sol. Toutes ces questions se posent notamment sur le recyclage aussi de l'éolien. Oui, et toutes ces questions sont posées dans le cadre des études d'impact. Je reviens un petit peu sur le chiffre. Effectivement, la Sarthe est dernier sur les Pays de la Loire. Oui. Il faut toujours un dernier. Hein. La question est de savoir pour quelles raisons la Sarthe est dernier. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Juste un chiffre, en octobre 2023, il y avait 35 parcs comptabilisés en Loire-Atlantique pour 168 éoliennes de grande taille et donc à forte capacité de production. Je le disais, il n'y a que 7 parcs en Sarthe et une trentaine à peu près d'éoliennes. C'est peu. Et c'est là où le delta est trop important pour qu'on soit dans le cadre des bonnes raisons. C'est parce qu'il y a plus de vent en Loire-Atlantique que chez nous Non, les niveaux de vent sont tout à fait satisfaisants. Les niveaux de vent sont tout à fait satisfaisants. Quand je dis qu'il y a des bonnes raisons Donc l'étude d'impact, comme vous le disiez, elle a pour objectif de démontrer, si c'est le cas, que les avantages attendus d'un parc éolien en développement sont supérieurs aux impacts éventuels qui pourraient résider à l'installation des parcs éoliens. Tout ça pour dire que, donc, effectivement, il faut pas nier, on est dans le cadre de machinerie, avec effectivement du béton, de l'acier, mais pour autant, la production électrique attendue décarbonée présente davantage d'intérêt, lorsque le projet est bien mené, que les éventuels impacts qui pourraient en ressortir. Les bonnes raisons, effectivement, c'est que je pense que personne de sérieux et dans la profession et autour de cette table ne pense qu'on doit multiplier à l'infini les projets éoliens. Les projets éoliens, ils ont du sens dans un certain cadre, déjà l'acceptabilité territoriale est évidemment importante et c'est la base de tout développement de projet éolien. Et puis ensuite, il y a tous les enjeux inhérents à ce type de projet, les enjeux d'environnement, de paysage, les enjeux de voisinage. On a aussi énormément de contraintes qui relèvent de l'administration des armées notamment, et puis également des GAC, aviation civile, etc. Donc on a un certain nombre de contraintes comme ça qui vont forcément limiter le développement de certains projets. Pierre-Emmanuel Picard, jusqu'à présent, en préparant cette émission, et je rappelle, vous représentez notamment l'association
Vendée-Maire, qui représente donc des élus, beaucoup d'élus locaux, 23 maires, 4 conseillers municipaux, 4 parlementaires, 6 associations, 41 membres en tout en Sarthe pour votre association. Et on le voit bien, la question de l'acceptabilité, elle a été compliquée jusqu'à présent. On a l'impression, en tant que spectateur, qu'à chaque fois qu'un projet de parc éolien est mis sur le tapis, il y a un lever de bouclier, notamment de la part d'élus locaux, parce qu'il n'était pas mis au cœur du projet, des projets. C'est un peu la réalité, c'est la façon dont on fait les choses en France. Notamment, il y a eu de multiples lois cherchant à promouvoir l'éolien, les énergies renouvelables en France. On a eu la loi 3DS de Jacqueline Gouraud, on a eu les circulaires Pompili en 2021, on a maintenant la loi AER en 2023. Je ne suis pas sûr que tous les décrets d'ailleurs étaient promulgués pour cette loi. Donc il y a plein de lois, plein de normes. Et il faut voir que le travail des maires, il est difficile. Ils sont confrontés à l'agressivité des promoteurs éoliens, ils sont confrontés à des lois et des règlements et des administrations qui changent fréquemment, et ils sont confrontés à la population qui est souvent mécontente et qui est d'abord pas bien informée. Et la population, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne contre le maire, enfin vers le maire, et il lui demande mais qu'est-ce que vous faites? Et le maire, il dit mais moi j'ai aucun pouvoir, pratiquement je n'ai aucun pouvoir. Le pouvoir de décision, c'est entre monsieur le préfet et la justice. Mais moi, maire, j'ai aucun pouvoir. Alors la dernière loi AER donne un tout petit peu plus de pouvoir. La loi APER, la vous loi voulez APER, dire. voilà. Elle donne un tout petit peu plus de pouvoir aux maires, puisqu'on leur demande de dresser une cartographie des zones d'accélération et des zones d'exclusion. Mais cette cartographie, d'abord, le processus lui-même n'est pas très bien défini. Le processus de consultation de la population n'est pas clairement défini. Et cette cartographie, elle est non opposable. C'est-à-dire qu'une fois que cette cartographie sera dressée, on ne sait pas trop ce qu'il en deviendra. Je voudrais revenir tout de même sur un point qui me paraît essentiel. C'est l'introduction de monsieur le préfet sur la nécessité de décarboner l'électricité. Il faut tout de même savoir que la France est le leader mondial des grands pays industrialisés en termes d'énergie décarbonée. Donc, à quoi servent des énergies renouvelables qui sont elles-mêmes relativement décarbonées? Et là, vous parlez du nucléaire, soyons clairs, parlons franchement. Oui. Enfin, disons, l'électricité en France est décarbonée. Et encore une fois, la France, c'est le record mondial des pays industrialisés. L'Allemagne, qui a un pourcentage d'énergie renouvelable bien supérieur à celui de la France, en gros 50% pour décarboner son électricité. L'Allemagne émet 8 fois plus de tonnes de carbone que la France. Et la production allemande en termes de CO2, c'est en gros la France, plus l'Italie, plus la Belgique, plus l'Espagne, plus les Pays-Bas. C'est ça ce qu'il faut voir. Donc, le discours, on va décarboner l'électricité en France grâce aux énergies renouvelables, les gens qui sont informés ne le comprennent pas. D'ailleurs, l'Académie des sciences, la Cour des comptes a émis des avis extrêmement précis sur ce sujet. La Cour des comptes, notamment, dit « mais à quoi ça sert de remplacer le nucléaire avec des énergies renouvelables alors qu'on est déjà décarboné ?» Monsieur le préfet, une réponse peut-être. Juste un point. Oui. Il y a un autre point qui est majeur. C'est qu'en ce moment, nous avons vécu tout de même un certain changement dans les objectifs d'ENR et de CO2. La planète ne compte pas les ENR. La planète, elle compte les tonnes de CO2 qu'elle reçoit. Et Agnès Pannier-Runacher, donc la précédente ministre de la Transition écologique, a fait tout et a décidé de transformer des objectifs d'ENR en Europe en objectifs de CO2. Et donc, elle veut le faire également en France. Alors, les objectifs d'ENR en France, est-ce qu'ils vont être modifiés ainsi? Et en particulier, est-ce que monsieur le préfet va recevoir d'autres objectifs, non pas de développement des ENR, mais de décarbonation? Je pense que c'est probable. Je ne suis pas devin, mais je pense que c'est probable. On va le laisser répondre si vous voulez bien. Dernier point, alors, et j'arrête. Oui. Juste après, si vous voulez bien, parce qu'il faut qu'on partage la parole, puis ensuite monsieur Chauvin. Peut-être deux choses. Oui. D'abord, s'agissant effectivement du sujet des énergies décarbonées. Vous avez raison, ce serait absurde de remplacer une énergie décarbonée, le nucléaire, par une autre énergie décarbonée.
Et donc, le but de l'éolien, c'est bien sûr de se substituer aux énergies qui sont carbonées. Nous avons encore, dans notre mix énergétique, de l'énergie qui est produite à partir de centrales thermiques. À partir de centrales thermiques en France ou en Europe. Et donc l'idée, c'est bien d'avoir plus d'énergie nouvelle renouvelable, non pas pour se substituer au nucléaire, nous aurons une filière nucléaire qui devra se développer, mais pour se substituer aux énergies carbonées. Le deuxième élément, vous avez raison de dire que s'agissant des mers, le sujet est un sujet difficile, délicat, tout simplement parce qu'il y a à la fois la sensibilité de l'implantation de telle ou telle installation, éolienne, méthanisation ou panneaux photovoltaïques, et puis parce que le mode d'association des maires a évolué. Dans le cadre de l'instruction d'un dossier, concrètement, comment cela se passe ? Concrètement, un porteur de projet vient déposer un dossier à la préfecture. Il est possible qu'avant, il ait fait un certain nombre de démarches, qu'il ait fait un certain nombre de réunions, ce qui fait qu'il puisse donner l'impression que les choses sont faites avant même que ni les élus, ni l'administration, ni votre serviteur aient au courant du dossier. Donc une première difficulté vient à partir de quand le porteur de projet peut-il communiquer autour de son projet ? Une fois que le projet est déposé, il y a une phase d'instruction par les services, éventuellement une phase de consultation de l'autorité environnementale, et puis très rapidement une phase d'instruction, enquête publique, puis décision. Et dans la phase de consultation, les collectivités sont consultées. Très concrètement en Sarthe, dès qu'on a un projet éolien sur une parcelle donnée, les collectivités, c'est-à-dire les communes, les intercommunalités sont consultées dans un rayon de 6 km autour, parce qu'il ne suffit pas, en quelque sorte, de consulter la seule commune sur laquelle est implantée l'éolienne, parce que l'éolienne, si c'est implanté en bordure de commune, on va avoir un impact sur les autres communes. Et donc, le maire, le conseil municipal, il a une capacité d'organiser la consultation, peut-être de prendre un certain nombre d'avis, et puis de donner en délibération du conseil municipal son avis. C'est comme cela que les choses sont faites pour chacun des projets. Si vous permettez, il y en a un qui a mis les mains dans le cambouis il y a peu de temps. Monsieur Nicolas Chauvin, maire adjoint de la Flèche, en charge justement de la cartographie. C'est ça, exactement, de la cartographie dans le cadre de la loi APER. Justement, on nous demandait de faire remonter pour début décembre, justement, les zones, je dirais, d'accélération, les zones préférentielles, et ce qui permet d'ailleurs aux élus locaux de retrouver un peu la main. Et en ça, la loi APER est vraiment une loi qui mérite d'être défendue, qui nous a permis de dresser cette cartographie, de dire, voilà, là, il y a des zones d'accélération, là, on souhaite que les porteurs de projets s'investissent, arrivent sur le territoire parce qu'on croit tous aux énergies renouvelables, on a tous conscience du besoin que ça représente. Et donc, on vous envoie un signal à vous, porteurs de projets, pour le faire, pour venir. Et puis, à l'inverse, il y a des zones où il n'y a rien, où ce n'est pas cartographié dans ce sens-là, et où plutôt on sera en retrait, on est plutôt réticent sur l'implantation dans ces zones-là, même si effectivement le dispositif n'interdit pas pour autant actuellement l'implantation dans les zones qui ne sont pas d'accélération. Et donc cette cartographie, on l'a mise en place très rapidement, il faut le dire. L'État nous a demandé de réagir très vite et nous a mis un peu en difficulté sur ce plan-là, même si encore une fois le but est louable. Et donc c'est vrai que les communes, le délai était très court parce qu'on a eu les propositions au mois de juin, l'été est passé et en septembre il fallait travailler pour décembre. Donc c'était difficile, mais les territoires se sont quand même pas mal impliqués, que ce soit, je parle pour mon territoire, la communauté de communes du Pays Fléchois, où on avait la chance de disposer d'un technicien énergie qui nous a aidé, qui a aidé chacune des communes à élaborer sa cartographie, à reprendre, vérifier les propositions de l'État et les circonscrire. Mais c'est vrai que les territoires sans technicien, les élus sont retrouvés assez en difficulté pour élaborer. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est effectivement une démarche qui part de la commune.
La loi APER, elle prévoit un avis de la commune délibéré en conseil municipal avec, le cas échéant, une consultation de la population. Il faut se rappeler des procédures en matière d'éoliennes du début de l'année 2023. Ce n'est pas si vieux, où il y avait des cartes qui étaient des cartes d'accélération de l'énergie renouvelable, qui étaient des cartes à partir des données dont disposait l'État et qui étaient apportées comme éléments aux collectivités, au grand public, avec la proximité de construction, avec d'éventuels sites remarquables, que ce soit en termes architecturaux ou en termes de biodiversité. Et donc, c'était quelque chose, une démarche qui était alimentée par les données de l'État vers les collectivités. On demandait aux collectivités de réagir. Cette fois, sur la loi d'accélération de production des énergies renouvelables, on est dans une démarche inverse où le processus est lancé par les communes, mais bien sûr en capitalisant sur les données qui avaient été identifiées dans la première procédure, dans les cartes d'accélération, de dire à tel endroit c'est souhaitable, à tel autre endroit ça n'est pas souhaitable. Et si globalement au niveau régional, l'ensemble des zones d'implantation possibles aboutit à ce qu'on puisse relever le défi de 30% ou 40% d'énergie renouvelable en 2030, à ce moment-là, ça permettra de donner des moyens juridiques pour à la fois accélérer les projets qui sont dans ces zones et ça c'est intéressant pour les élus locaux et le grand public, et pour s'opposer aux projets qui ne sont pas situés dans une zone qui est identifiée par tous comme favorable. Là, on a beaucoup parlé des élus, mais l'acceptabilité pour la population, on va dire que ce n'est pas encore gagné. Si je prends votre cas, Nicolas Chauvin, vous avez soumis ces cartes à enquête publique et en 15 jours, seulement 20 participations et la plupart très négatives. Alors, 20, 21 retours, une vingtaine, on va dire, qui sont à peu près tous des retours négatifs sur l'éolien, évidemment, mais on s'en doutait, il ne fallait pas attendre autre chose, et qui n'ont, comme je l'ai déjà dit, qui n'ont pas valeur de sondage. C'est-à-dire que ce n'est pas représentatif finalement de l'ensemble de la population, une vingtaine de retours. Oui, mais donc on voit que c'est compliqué. Ça pose bien le problème du délai et de la rapidité avec laquelle on a mis en place cette procédure, et le problème de la concertation. C'est que je pense que si on veut une concertation plus aboutie, avec beaucoup plus de participation, il va falloir reprendre tout ça sur des délais plus longs, avec plus de sérénité, ce qui, je pense, est dans les tuyaux, parce que lorsque la politique de l'énergie sera sortie en 2024, on nous a parlé en 2025 d'une nouvelle itération sur la cartographie, et donc là on aura peut-être un peu plus de temps pour se poser, consulter la population, mais je crois que c'est indispensable. Si on veut que les élus locaux accompagnent ce mouvement, il faut qu'ils puissent consulter leur population utilement. Maxime Audiot, un mot technique, encore une fois, sur l'acceptabilité. Il y a aussi, j'en ai déjà parlé, le gigantisme. Ce sont des éoliennes, des aérogénérateurs de plus en plus grands. Combien ça fait aujourd'hui une éolienne en moyenne? Alors, clairement, les prochaines générations sur lesquelles on se penche aujourd'hui et qui justifient, ces dernières années, elles ont pris 17% à peu près de taille, les éoliennes, et elles ont un rendement qui est de 100% supérieur. On a donc doublé. Ça fait quoi? Ça fait 200 mètres avec les pales? Donc aujourd'hui, voilà, on est à 200 mètres bout de pale, et on peut même envisager un peu plus haut. Hein. Complètement. Après, je ne voudrais pas qu'on s'enferme dans ce cadre où on aurait des promoteurs des énergies renouvelables et un pouvoir central qui pousserait à ce qu'on développe, et des élus et des populations qui seraient contre. On a quand même des sondages où on a 80% des personnes qui vivent à côté d'un parc éolien qui ont une vision positive de l'éolien. On a aujourd'hui, nous, des parcs qui se développent, et d'ailleurs, les parcs se développent en réalité avec l'aval des conseils municipaux. Hein. Ce qui peut arriver, c'est que le temps de développement est parfois tellement lent, avec des recours qui sont tout à fait légitimes, mais parfois abusifs, et qui mènent à des temps de développement de projets éoliens jusqu'à 12 ans. Là, c'est le cas sur le parc éolien de Chenu, qu'on est en train de construire actuellement, au sud de la Sarthe, que effectivement les municipalités peuvent changer. Et bon, là, pour le cas de Chenu, on a une municipalité qui est à fond derrière le projet, on a une communauté de communes qui est derrière le projet, on a refait une enquête publique où on a eu, en plus de la communauté de communes, 6 communes dans ce rayon des 6 km dont parlait monsieur le préfet, qui ont répondu favorablement à l'enquête publique, aucun avis défavorable de la part de communes limitrophes. Et pour autant, on voit que c'est pas facile pour autant à construire. Et l'idée, c'est de sortir de ces éléments-là, et donc aller vers plus d'électricité et moins d'énergie carbonée. Donc,
À moyen terme, à 15 ans, moi, j'ai pas je pense que personne n'a la solution pour construire un EPR en 15 ans. Hein. On voit avec Flamanville à quel point c'est compliqué. Et ça passera forcément par du renouvelable, de l'éolien en grande partie, mais également de la biomasse, du photovoltaïque, etc. Un mot, Je voulais Pierre-Emmanuel juste Picard. dire un mot sur Chenu. Chenu, la plupart des autorités environnementales sont totalement opposées au projet parce que le projet de Chenu, il est en lisière de forêt, qu'il est considéré comme détruisant la biodiversité et la faune locale, les noctules, les pipistrelles, etc. Il y a un recours aujourd'hui qui a été déposé devant le Conseil d'État. Le recours a été accepté, donc il va être jugé dans les prochains mois. C'est pas pour ça d'ailleurs que le promoteur, que le constructeur de l'éolien s'arrête, les travaux continuent. Il faut savoir qu'il y a une pétition l'année dernière qui a été signée à Chenu. Elle a été signée par 12 000 personnes. C'est considérable. C'est absolument énorme. Donc on voit l'opposition. Est-ce que c'est des personnes de Chenu ou c'est des personnes qui sont pas indirectement concernées? J'ai pas regardé. Honnêtement, j'ai pas regardé. Mais les 12 000... Il y a une réalité, c'est que beaucoup d'élus locaux au niveau du département de la Sarthe sont opposés au principe d'éolien en général. Et on l'a encore vu le mois dernier que dans des projets en Peut-être que dans la procédure, rappelez, quand vous dites que l'autorité environnementale peut émettre des réserves, voire être contre l'implantation d'un projet, que les choses soient claires. La biodiversité est aussi un objectif que nous avons à préserver. Et si une implantation des éoliennes se situe à proximité d'un lieu où il y a par exemple des chauves-souris, par exemple des oiseaux particuliers, par exemple un site même remarquable pour la biodiversité, ce projet d'implantation, il est refusé. Nous en avons encore eu la preuve récemment avec une décision de la Cour administrative d'appel qui, pour le principe du respect de la biodiversité et de la protection d'une population d'une espèce de chauve-souris particulièrement intéressante, le parc éolien a été refusé. Et ça, c'est pour toutes les procédures. Il y a une saisine de l'autorité environnementale qui, en toute indépendance par rapport au service de la préfecture, rend un avis, donne sa position pour faire en sorte que les projets d'éoliennes soient implantés là où il n'y a pas de risque pour des populations de chauves-souris. Alors c'est vrai, monsieur le préfet, en ce qui concerne la biodiversité, il y a tout de même des tentatives de la protéger qu'il faut mettre au compte de vos services, de la France, de la justice, on va dire. Mais les populations, elles sont moins considérées que des noctules et que des pipistrelles aujourd'hui. Hein. Quand il y a 12 000 personnes qui s'élèvent, quand dans toute la Sarthe ou dans beaucoup de régions de la Sarthe, la population s'élève, on tient beaucoup moins compte de leur avis que de l'avis des pipistrelles, si je puis dire. Alors, encore une fois, la dernière loi AER, donc sur l'accélération des énergies renouvelables, elle est un peu plus favorable. Elle remet un peu plus et la population et le maire au cœur et les élus absolument au cœur de la décision. Mais c'est une première étape. Alors, tout de même, il faut tout de même qu'on vous rassure, si je peux me permettre. Le délai de décembre, il a été, levé. Hein. Vous avez au moins, alors on ne sait pas trop encore, la loi n'est pas claire, mais ça a été repoussé. De manière générale, la concertation, elle a eu lieu et les envois ont été faits. Donc de toute façon, on ne va pas maintenant refaire une concertation, c'est pas possible. Mais ce qui manque, le coup est parti. Voilà. Ce qui manque sur la loi AER, c'est les modalités de la concertation. Et puis, est-ce que les cartographies, elles seront non opposables ou pas? Si je peux me permettre, en tant qu'élu local, c'est l'accompagnement par l'État sur le plan de l'ingénierie. Sur le plan technique, c'est très important si on veut avancer que les élus locaux et des techniciens... C'est la raison pour laquelle les cartes qui avaient été établies début 2023 avec l'ensemble des informations dont l'État dispose sur un territoire ont été apportées aux collectivités pour les renseigner. Une chose sur la consultation de la population, c'est vrai à l'occasion de la conception de ces cartes, c'est vrai aussi à l'occasion de chacun des projets, puisque l'enquête publique demeure, et naturellement, nous avons un intérêt à ce que nos concitoyens puissent
émettre un avis et un avis documenté. C'était le dernier mot. On pourrait faire un deuxième débat sur ce sujet. On le fera certainement sous peu. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. J'espère que vous avez des éléments d'information sur la manière aujourd'hui dont s'opère finalement l'implantation des éoliennes en Sarthe. Merci à Paul Joseph de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci en régie à toute l'équipe et également à Enzo Maubert qui a préparé les infographies. 3 sites internet si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Celui du gouvernement. Du gouvernement, absolument. Pays de la Loire.développement-durable. Ce sera marqué au bas de votre écran, .gouv.fr. Vous allez à l'onglet Foire aux questions, ZAENR, pour les zones d'accélération des énergies renouvelables. Et vous allez voir, c'est passionnant. La planification pour le plan climat également. Planification.climat-énergie.gouv.fr. Beaucoup d'infos. Et puis vendémer.fr pour les gens qui sont intéressés par ces mouvements, effectivement, qui questionnent en effet l'implantation des éoliennes. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.